Hello hello les zouzous, coucou, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, bienvenue à vous, alors bon retour dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je prends énormément de risques parce que, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais je filme avec mon téléphone et je ne l'ai pas mis en mode silencieux parce que je sais qu'il y a un livreur qui va arriver. Donc je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée parce que ça va peut-être couper, etc. On verra bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, ça fait un beau temps que je vous ai pas fait ça. On va refaire, comment dire, un espèce de tour de table autour des ingrédients à éviter. Alors oui, j'ai mis en titre un petit peu bougie à fond les manettes parce que bon, je sais pas si vous le savez, mais sur YouTube, à vrai dire, c'est la même chose sur tous les réseaux sociaux et ça se comprend. Si le titre n'est pas très sexy, en général, ça donne moins envie de cliquer dessus. Voilà, c'est toujours un petit peu comme ça. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo et je voudrais aussi la replacer dans un certain contexte qui pour moi est très important. Alors si vous me suivez, et si jamais c'est la première fois, bonjour, et puis pensez à vous abonner aussi tant qu'on y est, et aussi à me suivre sur Instagram parce que j'ai pas tout à fait le même contenu. Si sur Instagram c'est un contenu qui est un peu plus court, il y a aussi un tout petit peu plus de lifestyle autour de mes stories en particulier. Je réponds aussi souvent à vos questions, donc si vous avez des questions particulières en skincare, allez sur Instagram, ce serait que je pense pas forcément à vous le dire, et ici c'est vraiment le format plus long, où on s'assoit, où on peut boire du thé, du café, d'ailleurs je vais en boire. J'utilise toujours des pailles en verre et je sais c'est complètement ridicule avec cette tasse. Mais j'aime mes pailles, que voulez-vous, je suis un bébé encore à mon âge. Enfin, bref. Donc je vous disais, toute une partie en fait de mon contenu est vraiment axée autour de l'anti-âge. Alors quand je vous dis de l'anti-âge, c'est-à-dire que c'est toute la partie prévention, accompagnement, et je dirais même cette idée un petit peu de régénérer la peau, c'est-à-dire vraiment finalement utiliser des soins de la peau, connaître certaines techniques en médecine esthétique pour vraiment aider à préserver votre peau, votre capital jeunesse entre guillemets, et également à vous accompagner au fil des années. Il y a aussi une partie qui est vraiment correctrice, c'est-à-dire qu'on peut avoir certains problèmes, je pense typiquement par exemple aux taches, et qu'est-ce qu'on peut faire finalement à la maison avec le management, etc. Comment utiliser certains ingrédients pour prévenir tout simplement l'apparition des taches, et également comment faire pour les corriger et les diminuer. Donc il y a tout cet aspect là qui est très important pour moi, et quelque chose qui est vraiment, on va dire, en commun en fait avec tout ça, je vous en ai aussi beaucoup parlé, en fait c'est une réaction exacerbée du corps. C'est-à-dire en fait que c'est votre corps qui va se mettre dans un contexte inflammatoire chronique. Et ça c'est vraiment un élément qui est très important. Et ce qui est très en fait complexe, c'est que plus en fait on va vieillir, plus la peau rentre dans cet état inflammatoire, puis elle va surréagir. Mais parfois en fait ça ne se voit pas directement. C'est-à-dire que nous, avec l'œil humain, sans utiliser des techniques de laboratoire, chez beaucoup de personnes, il n'y aura pas vraiment de signes de rougeur, etc. Il y aura oui des signes de vieillissement, mais c'est tout. En réalité, si on faisait des petites biopsies de peau, si on regardait certains marqueurs de l'inflammation qu'on comparait à une peau très jeune, et en fait on verrait que les cellules sénescentes, oui c'est pas très sexy, les cellules vieillissantes quand on a un certain âge, en fait elles se produisent comme ça des molécules qu'on appelle des cytokines exactement, qui sont dites pro-inflammatoires même à l'état basal, c'est-à-dire que sans un contexte pathologique ni rien du tout. C'est bien pour ça que une grosse partie en fait de ma philosophie du skincare, c'est vraiment d'éviter autant qu'on peut cette inflammation. Cette inflammation, elle est due à plein de choses, j'en ai déjà énormément parlé. Il y a d'abord quelque chose, alors le nom un petit peu sexy, c'est l'exposome, et souvent aussi on le lie avec ce concept d'inflammaging, c'est-à-dire en fait que finalement le vieillissement, c'est tout ce qui va inflammer la peau, tout ce qui va nous faire réagir. Bon, le number one, je vous l'ai répété mais 200 millions de fois au niveau de la peau, ce sont les UV. J'arrête pas de le répéter, c'est pour ça que si vous me suivez depuis longtemps, je suis vraiment en mode tolérance zéro avec les UV, en particulier dans le choix des produits, dans leur application et comment le faire. Et vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus parce que l'idée en fait est la suivante, c'est d'utiliser finalement les meilleures crèmes solaires et les meilleurs moyens de se protéger la peau pour diminuer absolument l'impact des UV pour la peau, et également, parce que pour moi c'est aussi primordial, pour que vous puissiez faire votre vie. Parce que l'idée n'est pas d'être terrorisé par les UV, même si
j'avoue, ils sont pas très sympas, et de rester du coup cloîtré chez soi. Non, justement, l'idée c'est de pouvoir vivre, de pouvoir faire ce qu'on veut, et donc du coup c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les solaires et que j'essaie de vous donner aussi un maximum de recommandations pour que vous puissiez aussi adapter votre solaire et que peut-être que oui, ce solaire ultra hardcore, ultra protecteur, c'est pas le plus sexy, mais si vous mettez de la poudre, il va devenir beaucoup plus sexy que si vous restez... On va y arriver. Si vous restez par exemple à la plage, vous allez en utiliser un qui est bien gras mais ultra protecteur, qui sera pas le même si vous allez faire une petite balade en ville quand il fait un cagnard de l'enfer. Enfin, vous avez un peu compris, c'est un petit peu l'idée, et l'idée étant de diminuer l'impact des UV sur la peau. Alors, il n'y a évidemment pas que les UV, il y a aussi tous les changements de température qui vont impacter cette inflammation, et il y a également la composition de vos produits de soins. Je suis extrêmement vigilant avec ça, et j'essaye un maximum de vous recommander des produits qui contiennent le moins possible d'ingrédients qui sont potentiellement pro-inflammatoires pour justement l'éviter. C'est toujours un petit peu l'idée. Évidemment, je vous en ai parlé, je sais pas combien de fois sur cette chaîne-là, ce sont tous les parfums et en particulier certains composants parfumés. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a beaucoup de molécules en fait olfactives qui sont utilisées dans les cosmétiques et qui sont très connues pour donner quelque chose qu'on appelle de la dermatite de contact. Donc en anglais c'est contact dermatitis, et l'énorme, je devrais même dire, majorité, je vais vous mettre d'ailleurs un article là, en full screen pour que vous puissiez le voir. La majorité en fait des patients qui vont voir les dermatologues en règle générale et qui ont une dermatose, en fait une dermatite de contact, ou une dermatose de contact on dit en français. J'en sais rien parce que j'ai toujours des trucs en anglais. Bref, c'est en général dû à un produit cosmétique en fait qu'ils vont utiliser. Ils vont réagir à un des ingrédients qui se trouve dedans. Le number one, hein, c'est toujours le même, ce sont des parfums. Alors, effectivement, quand vous allez lire une liste d'ingrédients et que vous allez voir le mot parfum, en fait, c'est la boîte de Pandore. Quand vous lisez une liste INCI, une liste d'ingrédients, le nom INCI, I-N-C-I, c'est le nom réglementaire, en fait, qu'on a en Europe. En fait, ça contient énormément de molécules parfumées. Donc il y a une partie en fait qui est due à une forme de lobbying en fait du parfum, mais en même temps qui se comprend, qui est en fait pour garder la composition secrète. Je comprends très bien que quand on est une marque qui crée du parfum, et d'ailleurs si vous me suivez, vous savez que moi j'adore vraiment, j'adore le parfum, je me parfume d'ailleurs tous les jours, même si je vous recommande que des produits qui sont essentiellement sans parfum, mais je les utilise essentiellement sur mes vêtements et sur le bas du ventre. Vous doutez bien que quand on est des grandes marques et qu'on a beaucoup travaillé avec des nez, etc., et qu'on développe certains parfums, on a envie qu'ils restent un petit peu secrets. Donc c'est pour ça que la majorité de ces ingrédients-là, vous n'allez pas retrouver leur nom, vous allez juste voir le nom parfum, tout simplement. Il y a quand même certains composés parfumés qui, il y a bien longtemps, étaient toujours sous l'enveloppe parfum, en fait que maintenant l'Europe les a oblige en fait les marques à les écrire à l'extérieur. Alors il y en a plein, je vous ai déjà donné les noms, là ils sont pas d'ailleurs dans la liste que je vais vous mettre, mais il faudrait que je vous les remette. Vous avez par exemple le linalol tout simplement, vous avez le génol, vous avez le citral, et plein d'autres encore. Vous avez beaucoup de composants en fait qui sont dérivés d'huile essentielle de citron, qui ont été très étudiés pour montrer qu'ils sont qui donnent des réactions allergiques. On a aussi des papiers, je vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais qui montrent en fait que certains de ces composants qu'on va trouver dans les huiles essentielles de la famille des agrumes, en fait, vont en plus être dégradés par les UV et qui vont donner en fait des molécules qui sont pro-sensibilisantes. C'est bien pour ça qu'en règle générale, les comptes de dermatologues, alors moi la première qui me vient en tête, c'est évidemment Dr. Dre aux États-Unis, mais vous avez aussi d'ailleurs Dr. Sam qui a même sa propre marque de cosmétiques qui est d'ailleurs entièrement formulée sans parfum. C'est le type d'ingrédient général que tous les dermatologues vont vous dire d'éviter, en tout cas ceux qui sont un minimum sérieux, parce que c'est toujours ceux en fait qui ressortent dans les articles. Alors il n'y a pas que ça, vous avez aussi par exemple les extraits de jasmin,
Vous avez aussi tous les aldéhydes cinnamiques. Ça, c'est souvent beaucoup plus rare, ça, à voir. Et je suis pas sûr, en plus, que l'Europe les a sortis du mot parfum. Peut-être que c'est le cas, mais j'en suis pas sûr. Vous avez aussi l'acide sorbique, et ça, faut faire attention parce qu'on le retrouve un peu trop souvent. Vous avez aussi l'arbre à thé. Je sais bien que l'arbre à thé, on se dit, c'est naturel, etc. Déjà, bon, juste qu'on revienne 2 secondes hein, sur l'allégation naturelle qui, moi, me fatigue. Il y a maintenant une réglementation, d'ailleurs, européenne pour la cosmétique dite naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont en fait des ingrédients qui sont tout simplement dérivés des plantes. En aucun cas, un ingrédient qui est dérivé d'une plante versus un de synthèse va lui conférer un aspect mieux ou moins bien. On peut faire des ingrédients de synthèse où c'est l'enfer pour la peau. On peut avoir un ingrédient d'origine naturelle, c'est-à-dire qui a été sourcé à partir d'une plante, qui est aussi l'enfer. Comme on a également le contraire, vous avez le bakuchiol qui n'est absolument pas naturel pour nous. Nous n'avons pas du bakuchiol dans nos cellules, qui est dérivé d'une plante, mais qui est pourtant un actif extrêmement intéressant. Donc il n'y a aucun rationnel en fait à opposer les deux. Je pense que c'est plus un rationnel marketing où on voit que quand on dit ça aux gens, si ça vient de mère nature, c'est forcément mieux parce qu'on joue sur ce côté un petit peu retour des sources et oulala, attention, il y a des trucs très toxiques. C'est un petit peu ça et moi je trouve ça assez dommageable parce que en fait, ils se fichent du monde et c'est juste là pour promouvoir en fait un faux marketing tout simplement. Vous avez quand même certaines marques dans le secteur entre guillemets clean où ce sont des grands spécialistes et c'est du gros n'importe quoi. Et souvent en plus ça détourne en fait le discours parce que parfois certaines de ces marques-là font effectivement des formules qui sont très intéressantes. Et surtout, le seul côté qui peut être intéressant sur certains ingrédients d'origine naturelle, c'est ceux qui sont surtout issus de la green biotech. Je vais bientôt vous publier une vidéo avec la marque Garantia, en fait, où il y a un de ces actifs qu'ils utilisent. Ils sont faits en fait, cet actif est fabriqué par un fournisseur français qui est basé en Bretagne. Et tout le modèle en fait de fabrication, de tests, etc. est extrêmement intéressant, autant au niveau technologie, c'est-à-dire l'aspect vraiment résultat, mais également sur tout ce côté green, écologique, où en plus c'est de la culture d'algues qui est vraiment locale ou bien qui est faite en bioréacteur. Il n'y a aucune perte, tout ce qui vont leur rester même après les extractions de leur actif au niveau des algues, ça peut être transformé en compost, etc. Donc c'est très très intéressant en fait comme modèle, et c'est ça en fait qui est vraiment intéressant, et pas tout le côté greenwashing qui est complètement idiot en fait et qui finalement n'apporte rien. Enfin bref, bon, je reviens à mon arbre à thé qui est souvent mis en avant comme miraculeux contre les boutons. Il y a 11 milliards d'ingrédients qui est très intéressant contre les boutons. Donc, oubliez l'arbre à thé. Vous avez aussi l'extrait d'ylang-ylang. C'est bien dommage parce que moi, je trouve que ça sent très bon, mais il vaut mieux les éviter, en particulier sur le visage. Pourquoi pas à la limite sur le corps si vous aimez bien, mais essayez quand même d'éviter tout ça un maximum. Je suis quand même assez content parce que maintenant, il y a quand même de plus en plus de marques qui maintenant formulent avec des parfums qui évitent en tout cas ces molécules les plus allergisantes qui ressortent régulièrement dans les articles scientifiques qui étudient en fait toutes les dermatoses de contact, qui sont d'ailleurs classées souvent en deux. Vous pouvez avoir des réactions vraiment de sensibilité et d'autres qui sont allergiques. Très souvent la réaction allergique est extrêmement violente, c'est-à-dire on la développe très très rapidement. Et on a aussi du gratte-gratte, du pruri, c'est sympa qui est encore plus violent. Donc en général, c'est plutôt dû à une réaction allergique. On a aussi certains conservateurs. Alors il y en a certains qui sont tous les dérivés d'urée. Est-ce que c'est vraiment la peine que je vous en parle? Je pense pas. Vous avez aussi ceux qui ont des noms qui s'appellent, je crois qu'on appelle les MTP, donc c'est méthylchloroisothiazylolinone, etc. Je vais vous mettre les noms parce que bon voilà, qui sont très très connus. Il y a aussi certains parabènes très particuliers parce que les parabènes d'ailleurs, il n'y a pas de problème au niveau perturbation endocrinienne, hein, au passage, c'est toujours pas interdit, mais il y en a un qui est plus allergique qu'un autre. Pareil, je vais pas vraiment en parler parce qu'on ne les trouve plus et tous les dérivés dont je viens de vous parler là, avec ce nom qui se dévie, de toute façon, ont été interdits par l'Europe. De toute façon, donc c'est terminé. On a certains aussi quaternium. Ils sont assez rares dans les produits cosmétiques, mais on les retrouve souvent en fait dans les shampoings.
Donc faites attention si vous avez une réaction de contact qui est assez violente. Ça peut être dû en fait avec votre shampoing. Et là le papier que je vous ai montré en fait un peu plus haut justement le décrivait. Il disait faites attention en fait au shampoing et aussi aux après-shampoings parce que souvent ça ruisselle sur le visage. Et c'est pour ça que soit c'est au niveau des paupières en fait parce que ça va ruisseler, ça va rester au niveau de la paupière. Soit c'est souvent sur le côté en fait du visage. Donc si jamais vous avez ça, ça peut être dû justement à votre shampoing ou à votre après-shampoing. Des choses un petit peu plus rares, qui sont pas vraiment dans les cosmétiques, mais je le balance juste comme ça peut être dû à certains métaux, comme avec l'or, c'est assez rare, ou alors avec le nickel, et en fait, vous avez touché des pièces, etc., après vous touchez le visage. Donc ça peut être aussi dû à ça, mais en général, vous avez aussi une allergie au niveau des doigts. Mais faites attention, ou ça peut être votre produit pour vous nettoyer les mains, en fait, et vous allez vous toucher le visage. Je vais essayer d'y penser, mais je vais vous laisser une liste non exhaustive dans la liste des ingrédients. Certains conservateurs aussi, vous avez par exemple la chlorohexidine, qu'on retrouve quand même assez régulièrement. Vous avez aussi le phénoxyéthanol. Certaines personnes y sont sensibles. Qu'est-ce que vous avez encore de très connus? Vous avez certains propylène glycol, mais en général, il faut que ce soit quand même très très concentré. Ça, je pense que c'est nettement plus rare. Vous avez le benzylalcool aussi. Le benzylalcool, par contre, là, on le retrouve assez souvent dans les ingrédients. Donc pareil, c'est une peau très sensible. Si vous avez de la rosacée, c'est le type d'ingrédient que moi je vous dirais éviter parce que ça peut être un problème. Dans les ingrédients nettoyants, vous avez le cocamidopropyl bétaïne avec la cocamide DEA qui est aussi assez connu donc dans les nettoyants lavants. Donc ça pourrait aussi vous mettre la puce à l'oreille. Au niveau des solaires, vous avez l'avobenzone. Je vous en ai parlé déjà 200 fois. Moi, je l'ai un peu appris à mes dépens parce que à l'époque où je testais beaucoup de solaire, il y avait beaucoup d'avobenzone dedans, ça m'avait complètement flingué, détruit la peau. Moi, j'y suis, alors c'est probablement une réaction d'ailleurs allergique plus que de sensibilité. Je vais vous donner là son nom directement, le nom dans Linkylist. Vous avez aussi probablement l'octocrylène. Faites attention à l'octocrylène. Certaines personnes aussi peuvent y être sensibles. En plus, franchement, c'est pas un des meilleurs filtres de l'univers. Il peut être souvent utilisé parce que c'est ce qu'on appelle un filtre liquide, donc on peut s'en servir en fait pour diluer d'autres filtres, ce qui permet de limiter la phase grasse. Alors, est-ce que ça veut dire, vous avez par exemple tous les solaires de la Roche-Posay, à ma connaissance, contre l'avobenzone, est-ce que ça veut dire que vous devez absolument les essayer? Non. Si vous n'avez pas de problème avec, évidemment qu'il n'y a pas de souci. Et par exemple, les solaires de chez la Roche-Posay, ils sont excellents, donc continuez. C'est aussi le même rationnel quand même avec l'octocrylène. Certaines personnes y sont sensibles. Vous avez les solaires Anessa, certains. Vous avez par exemple le lait, dont moi je me sers très souvent sur les mains et sur les bras. J'évite sur le visage parce que mon visage n'aime pas trop. Mais si vous n'avez pas de problème avec et que ça vous fait mettre le solaire, continuez s'il vous plaît. Hein. Il faut quand même rationaliser un minimum les choses. Vous avez aussi l'octisalate, donc son vrai nom c'est éthylhexylméthoxycinamate. Je connais par cœur celui-ci qui est un filtre UVB. Il y a effectivement certaines personnes qui font des réactions de contact. Donc ça aussi, je vous le dis, ce sont des ingrédients qui sont quand même assez classiques. C'est ceux que je vais vous donner parce qu'évidemment qu'il y en a plein d'autres. Et on va pas rentrer dans le détail de tous ces ingrédients parce que là sinon la vidéo va durer 3 heures et elle va être difficilement digérable. Donc voilà. Dans les autres choses aussi qui sont extrêmement importantes, c'est des ingrédients actifs qui sont très connus. Je pense en particulier à un BHA, un bêta-hydroxyacide, qui est l'acide salicylique. Certaines personnes ont vraiment du mal à le tolérer. J'ai un ami qui ne le tolère absolument pas. Et ça peut être parfois associé aussi à un filtre solaire qu'on appelle l'octisalate, qui est éthylhexylsalicylate. Je crois qu'il y a une partie de la molécule en fait qui est assez similaire. Et vous pouvez aussi être sensible à l'aspirine. Parfois, vous pouvez avoir une allergie un peu croisée. Donc, dans ces cas-là, si vous avez la peau sensible, si vous avez un peu peur, parce que souvent j'ai la question, mais Cyril, est-ce que moi je vais réagir à ça? La meilleure solution, c'est de faire un patch test. Vous utilisez un petit peu du produit cosmétique que vous mettez derrière l'oreille. Si vraiment vous réagissez à tout, vous avez la peau qui va exploser, vous le faites carrément dans le creux du coude pour commencer. Vous attendez 24 heures et après vous en mettez un petit peu à l'oreille. Et si vraiment vous voulez faire ultra gaffe, un tout petit peu sur le visage et vous voyez comment ça se passe. Et vous y allez pas en mode YOLO.
Après, vous avez certains aussi ingrédients actifs que certaines personnes ne vont pas forcément tolérer. Je pense typiquement aux rétinoïdes. Vous avez certaines personnes qui ne peuvent pas tolérer des plus hautes concentrations. Donc maintenant, en Europe, on a une réglementation qui fait que... Attendez, je vais décroiser mes jambes parce que j'ai des fourmis. Moi, typiquement, un rétinol à 1%, bon, de toute façon, maintenant, c'est interdit, ça passe pas franchement. Vous avez aussi le rétinaldéhyde. Faites attention parce que lui, il est limité aussi à 0,3%. Ça ne fait aucun sens d'ailleurs de la réglementation, mais ce n'est pas l'enjeu de la vidéo. Mais 0,1% ou 0,2%, comme avec Sweet et The Ordinary, l'émulsion rétinaldéhyde à 0,2%, qui est une pépite d'ailleurs, c'est un superbe produit. Mais certaines personnes vont très très mal le tolérer. Vous allez exploser en vol. Là, ce matin, j'ai répondu à des questions sur Instagram et je voyais dans les commentaires quelqu'un qui me disait, enfin dans les questions, qui me disait, je me suis brûlé la peau avec un rétinol, que faire? On y va progressivement, je vous l'ai déjà dit. Et si votre peau tolère pas une haute concentration, mais c'est pas grave, vous ne l'utilisez pas. C'est la même chose avec la vitamine C, le L-ascorbic acide en forme acide. Certains types de peau ne vont pas pouvoir le tolérer. Et dans ces cas-là, il faut l'éviter. C'est pour ça que je vous dis toujours que quand on construit une routine, en particulier une routine complexe, il vaut mieux introduire les ingrédients un par un pour vraiment savoir, oui, moi je tolère ça, moi je tolère pas ça. Si vous me mettez tout en même temps, vous n'allez pas savoir pourquoi vous avez cette réaction et que c'est peut-être trop au début, peut-être que vous aurez pu construire une tolérance. Enfin, on rentre tout de suite dans l'espèce de boîte de Pandore, on ne sait pas ce qui se passe, la peau explose en vol, donc du coup il faut tout arrêter, donc c'est pour ça que c'est important. Vous avez aussi parfois la niacinamide, c'est plus rare, mais comme on a de plus en plus de produits à 10% de niacinamide, je pense par exemple à la Roche-Posay, là qu'on sortit leur gamme Mela-B3, il me semble que ça s'appelle, qui contient 10% de niacinamide. Certaines personnes, c'est assez rare, mais certaines personnes, par exemple, à cette haute concentration, peut avoir des problèmes avec, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu le garder en tête. Est-ce que j'oublie des choses? Probablement, parce qu'il y en a beaucoup. Le dernier petit truc que je voulais vous dire, qui n'est pas directement lié à ça, mais quand même très important, c'est sur vos produits. Il y a certains produits qui sont tout simplement périmés. Vous avez une date. Alors quand vous n'avez pas une date, c'est à partir de 3 ans. Donc moi, j'aime pas qu'il n'y ait pas de date, parce qu'on ne sait pas quand il a été produit, donc on ne sait pas quand on arrive aux 3 ans, mais un vieux produit que vous avez ouvert depuis un certain temps, et que vous avez dépassé la PAO qui est dessus, juste balancez-le, arrêtez de vous le mettre sur le visage, parce que du coup, il y a une dérive des ingrédients, et là, clairement, vous pouvez avoir des problèmes. Moi, je me souviens, il y a longtemps, il y avait un produit cosmétique que j'ai utilisé d'ailleurs de la marque Etapure, où le système de conservation était clairement pas bon, et le produit, en fait, il y a eu des champignons, etc. Je m'en étais pas aperçu, il y avait une dérive de la couleur, et je m'étais tapé une réaction de sensibilisation. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Gardez vos produits à l'abri de la lumière, évitez de le garder si vous le gardez dans la salle de bain et qu'elle est très humide, dans ces cas vous les sortez de la salle de bain, mais évitez de les challenger, quoi, on va le dire comme ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider, tout simplement, parce que c'est toujours un petit peu l'idée, et toujours aussi de garder cette idée de on évite un maximum tous ces ingrédients qui sont potentiellement sensibilisant. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram que je vous ai dit en introduction. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de ma propre marque, Kessilien.beauty. Et comme toujours, parce que ça c'est vraiment le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les zouzous.